En avril 2025, les géologues sont retournés pour leur première mission de l'année au Norris Geyser Basin. Ils effectuèrent leur inspection habituelle quand ils ont soudain constaté qu'un élément du paysage ne correspondait plus à ce qu'ils avaient observé auparavant. À la place d'un sol monotone, s'ouvrait désormais une large cavité d'environ 4 mètres, emplie d'une eau laiteuse aux nuances bleu pâle. L'inquiétude les a aussitôt gagnés. Ils se demandaient si ce phénomène n'était pas le signe que le supervolcan de Yellowstone se préparait à entrer en éruption. Un tel événement représenterait une véritable catastrophe, capable de raser des villes entières, et selon l'Institut d'études géologiques des États-Unis, les effets de cette éruption se feraient sentir dans le monde entier. Les régions proches subiraient des coulées pyroclastiques, ce mélange extrêmement dense de gaz volcaniques, de cendres, de pierres ponces et de blocs de lave. Rien ne résisterait à leur passage et l'éruption du Yellowstone les projetterait jusque dans le Wyoming, l'Idaho et le Montana. Les zones plus éloignées échapperaient à ces coulées dévastatrices, mais elles subiraient de lourdes retombées de cendres, particulièrement abondantes dans les États situés près de la zone d'émission. Ces particules représenteraient un grave danger pour quiconque les respire, et leur accumulation pèserait suffisamment pour étouffer les cultures ou provoquer l'effondrement des bâtiments. Les conséquences seraient innombrables, et nous y reviendrons plus tard, car peu après la découverte, ce gouffre singulier prit de court même les spécialistes. Les géologues ont découvert des roches projetées en tous sens, dont certaines atteignaient près de 30 cm de diamètre, toutes couvertes d'une boue grisâtre, identique à celle qui recouvrait les parois de la nouvelle source. Le site donnait l'impression d'avoir explosé, sans que personne n'en ait été témoin. L'équipe a donc consulté d'anciennes images satellites pour en dater l'apparition. En décembre 2024, le sol était intact. Le 6 janvier 2025, une légère dépression s'esquissait. Et le 13 février, le trou rempli d'eau était déjà formé. Ce qui restait troublant, c'est que les capteurs chargés de détecter les explosions hydrothermales majeures n'avaient relevé aucune activité. Aucun souffle puissant, ni signe annonciateur. On a plus tard établi que cette ouverture déroutante n'était pas née d'une seule et vaste détonation, mais d'une succession de petites explosions échelonnées dans le temps. Ces décharges avaient d'abord expulsé des roches, puis de la boue, façonnant peu à peu le cratère, lequel s'était ensuite rempli d'une eau chargée en silice. Cette conclusion représentait un profond soulagement. Yellowstone repose sur un supervolcan dont les grandes éruptions représentent un scénario redouté. Par bonheur, il ne s'agissait là que d'un phénomène modeste, lentement accumulé, spectaculaire certes mais parfaitement maîtrisable. Le parc national abonde en geysers, sources chaudes et paysages naturels variés, mais sous la surface règnent des forces d'une intensité extrême, toutes liées à ce supervolcan. Les supervolcans se caractérisent par une taille exceptionnelle et, le plus souvent, par l'absence de cônes, puisqu'ils correspondent au reste de gigantesques chambres magmatiques dont l'embrasement ancien a laissé derrière lui une caldeira. Ils se situent généralement au-dessus de points chauds et il n'est guère surprenant qu'ils puissent engendrer de véritables super-éruptions capables de projeter dans l'atmosphère plus de 1000 km3 de cendres, de roches en fusion et de gaz brûlants. 4 événements de cette ampleur suffiraient à remplir entièrement le Grand Canyon. Les supervolcans se forment lorsque des volumes considérables de magma incandescent s'échappent des profondeurs. Ce magma, bien qu'il remonte vers la surface, ne peut franchir la croûte terrestre, si bien qu'une masse bouillonnante s'accumule à quelques kilomètres seulement, sous une pression toujours croissante. Et c'est alors que, boum, survient la super-éruption. En 2015, des chercheurs de l'Université de l'Utah ont cartographié la chambre magmatique principale du supervolcan de Yellowstone et ont été stupéfaits par sa taille. Ils ont ensuite découvert une seconde chambre juste en dessous. Ensemble, ces réservoirs souterrains pourraient recontenir suffisamment de roches en fusion pour remplir 11 fois le Grand Canyon. Toute cette masse magmatique exerce une pression vers la surface, expliquant que le sol de Yellowstone s'élève de 3 à 5 cm chaque année. Ce soulèvement, lent mais constant, pourrait paraître anodin, mais combiné au fait que Yellowstone demeure un volcan actif, avec un indice d'explosivité volcanique de 8, il incite à s'interroger sur les conséquences potentielles d'un scénario catastrophe. En effet, ces dernières années, le site a montré une certaine agitation,
En mars 2023, 354 tremblements de terre ont été enregistrés, dont le plus puissant atteignait une magnitude de 3,7, dans le cadre d'une série de 106 secousses. Avant de céder à la panique, les experts de l'observatoire du volcan de Yellowstone assurent qu'il n'y a pas lieu de s'alarmer. Aucune éruption n'est imminente. Les volcans ne suivent pas de calendrier précis, et le fait que Yellowstone n'ait pas éclaté depuis longtemps ne signifie nullement qu'une explosion soit sur le point de survenir. Pour l'instant, le parc demeure stable, mais les scientifiques surveillent attentivement tout ce qui se passe sous terre. Séismes, soulèvement du sol et variations de température. Par souci de précaution. Le panache de magma en fusion qui forme le point chaud sous Yellowstone bouillonne depuis 17 millions d'années. La lente progression de la croûte terrestre au-dessus a laissé une traînée de volcans s'étendant sur plus de 720 km le long de la plaine de la Snake River, la plupart désormais recouverts de couches successives de lave et de sédiments. Au cours des 2,1 derniers millions d'années, Yellowstone a déclenché 3 éruptions cataclysmiques d'une ampleur telle qu'elles ont remodelé le paysage. Chacune projeta des coulées pyroclastiques, rivières de roches brûlantes, de cendres et de pierres ponces, sur plusieurs kilomètres. Les débris s'accumulèrent en couches épaisses, certaines se solidifiant en roches semblables à de la lave. Lorsque ces éruptions vidèrent les chambres magmatiques souterraines, le toit s'effondra, formant les gigantesques calderas que nous observons aujourd'hui. Même après ces méga-éruptions, Yellowstone poursuivit son activité. Entre 180 000 et 70 000 ans avant notre ère, d'énormes coulées de lave rhyolitique, atteignant parfois plus de 600 km3, se déversèrent. Certaines suivirent des lignes de fissures orientées nord-sud. La coulée de West Yellowstone se manifesta il y a environ 110 000 ans, tandis que celle de Neperse Creek remonte à 160 000 ans. Depuis Madison Junction, sur le rebord nord-ouest de la caldeira, on peut observer une falaise formée lorsque l'éruption du tuf de Lava Creek provoqua l'effondrement du terrain il y a 640 000 ans. À l'intérieur de la caldeira, les coulées de lave durcie serpentent à travers le sol, témoignant de ces épisodes. Déterminer quand un supervolcan pourrait entrer en éruption revient à lire les signaux que nous envoie la nature. Des milliers d'années avant une éruption massive, la chaleur souterraine s'accumule, et les chambres magmatiques deviennent comme des cocottes minutes sous pression. De petits signes apparaissent. Des bulles de gaz s'échappent, des tremblements de terre secouent le sol, le terrain s'élève lentement, des fissures se forment, et les sources thermales ainsi que les geysers deviennent plus actifs. Que se passerait-il si Yellowstone entrait en éruption? Les coulées pyroclastiques dont nous avons parlé se composent généralement de 2 éléments. Un flux inférieur de lave brûlante, se déplaçant au niveau du sol, et un nuage de cendres le suivant au-dessus. Ensemble, ils dévasteraient de vastes régions. Les cendres pourraient même atteindre l'Europe en 3 à 4 jours, mais l'impact y serait relativement modéré comparé aux zones les plus proches de l'épicentre. Après cela, il ne faudrait guère plus de 2 à 3 semaines pour que des températures plus fraîches s'installent à l'échelle mondiale, en raison des gaz sulfurés qui atteindraient l'atmosphère supérieure suite à l'éruption. Les scientifiques estiment que la température planétaire pourrait chuter de 10 à 12 degrés, et ces effets perdureraient de 6 à 10 ans, interrompant les moussons et provoquant potentiellement une famine étendue en Asie. Vous êtes inquiets? Rassurez-vous, les experts ne pensent pas que le géant endormi sous le parc de Yellowstone se réveillera de notre vivant. Selon eux, la prochaine éruption surviendrait probablement dans plusieurs centaines de milliers d'années, et même alors, elle pourrait être relativement modérée, car le magma de Yellowstone est en réalité réparti entre 4 chambres distinctes. De surcroît, certains réservoirs de magma risquent de refroidir et de se solidifier, réduisant ainsi les probabilités d'éruption. Ainsi, bien qu'un événement de cette ampleur puisse profondément altérer notre monde, il demeure très improbable qu'une éruption se produise dans un avenir proche.